Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Alors votre parcours vous a conduit à aller depuis 1971 à l'autre bout du monde pour voir des guerres ignorées ou oubliées. Depuis une année, c'est dans cet Israël traumatisé par le pogrom du 7 octobre et en guerre contre les terroristes du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen et attaqué par l'Iran que vous plongez votre regard de philosophe, d'écrivain, de citoyen du monde et de juif pour tenter de comprendre l'âme du peuple israélien et les ressorts de la barbarie à visage inhumain des terroristes, notamment du Hamas. Il y a quelques mois, vous en avez tiré un livre particulièrement émouvant, Solitude d'Israël, qui est publié chez Grasset. Mais quel bilan vous faites de cette année post-7 octobre 2023 ? D'abord, Solitude d'Israël toujours. Solitude d'Israël dans sa riposte au Hamas. Solitude d'Israël devant le tribunal de l'opinion publique internationale. Solitude d'Israël face à ses alliés qui l'adjurent d'arrêter le bras, de faire des compromis, de s'entendre avec des adversaires qui veulent sa mort. Solitude d'Israël à l'instant où nous parlons dans sa guerre contre le Hezbollah, dans son affrontement avec l'Iran. Ce solitude d'Israël, c'est même incroyable. Alors évidemment, les alliés font le service minimum. Minimum, vous dites ? Oui. Que ce soit les États-Unis, la France ou les autres pays européens ? Je vais vous dire, quand les gens répètent tous en boucle, Israël a droit à un droit sacré ou a le droit à l'autodéfense. Mais il ne faut pas aller trop loin. Attendez, le droit de se défendre. Ouais. Excusez-moi, le droit de se défendre, n'importe quel État, de Monaco à la Mongolie extérieure, a le droit de se défendre. Ça, c'est le bœuf à bas, c'est le service minimum absolu inscrit dans la Charte des Nations Unies. Évidemment qu'Israël a le droit de se défendre, il ne manquerait plus que ça. Ce que personne n'ose dire, c'est qu'Israël a surtout le droit de l'emporter, a le droit de gagner. Sinon, c'est la fin. D'abord, sinon, c'est la fin pour lui, pour Israël, mais sinon, ce serait un avantage inespéré pour la coalition d'États voyous, d'États dangereux, d'États néocoloniaux, d'États impérialistes qui s'opposent à lui et qui gravitent aujourd'hui autour de l'Iran. Donc, c'est ça qui est très étrange. Personne n'ose dire cette chose simple. Israël doit gagner. Pas Israël doit se défendre. Bien sûr se défendre. Alors, vous avez écrit que le 7 octobre a ouvert une nouvelle ère. Quelle nouvelle ère ? Une nouvelle ère de vulnérabilité pour les Juifs, une nouvelle ère de vulnérabilité pour Israël, et puis, alors, c'est pas tout à fait une nouvelle ère, d'ailleurs, c'est une ère que j'ai décrite, mais à l'époque, elle n'existait pas vraiment, dans l'Empire et les Cinq-Rois. C'est-à-dire une nouvelle ère géopolitique où vous voyez s'aligner 5 étoiles noires. Donc l'international islamiste, mettons Afghanistan, Qatar, des pays comme ça, Turquie, Iran, Russie et en back-office la Chine. Vous voyez ces 5 étoiles noires qui s'alignent contre l'Occident, mais au-delà de l'Occident ou la part occidentale qu'ils ont eux-mêmes chez eux à domicile, parce qu'il y a des gens qui défendent les valeurs occidentales en Iran, au Qatar, en Chine, en Russie, etc. Donc, le 7 octobre a été le premier, l'acte 1 de cet affrontement final entre ces deux blocs, les démocrates et les autocrates. L'affrontement final, c'est le début de cet affrontement final. C'est quoi ? C'est éventuellement cette attaque de l'Iran contre Israël ? Ce ne serait pas le début, ça, ce serait... Parce qu'on a vécu mardi avec ces centaines de missiles. Ce serait peut-être proche d'un dénouement, parce que l'Iran est un acteur, les deux acteurs majeurs de cette galaxie, c'est évidemment l'Iran et la Russie, qui se sont partagés le travail. L'un, la Russie, du côté de l'Ukraine, l'autre, l'Iran, du côté d'Israël. Mais l'Iran qui aide la Russie, alors peut-être que d'ailleurs ça va mettre en difficulté la Russie qui ne pourra pas peut-être avoir les armes que lui livrait l'Iran. Ah ben oui, c'est les mêmes drones, c'est les mêmes missiles, c'est les mêmes... voilà, et c'est la même bataille.
Et c'est deux lignes de front, l'Ukraine et Israël, c'est ce que j'étais déjà venu vous dire, cher Frédéric Aziza, à ce micro. L'Ukraine et Israël sont les deux lignes de front de la même bataille pour la liberté et contre la tyrannie. Alors, vous avez beaucoup écrit sur l'Iran et la République des Mollahs. L'Iran est au centre de l'axe du mal aujourd'hui. Et depuis 79 peut-être, depuis 45 ans. Oui, depuis 79, l'Iran a donné le branle, a donné le coup d'envoi de l'islamisme radical. L'international islamiste. Et de son triomphe politique. Voilà, si vous regardez bien, avant ça, il y avait des balbutiements ici ou là. Mais l'islam politique, l'islamisme radical, le crime de masse commis au nom d'une version dévoyée de l'islam, ça commence en 79. Est-ce que ça commence en 79? Un petit peu d'histoire. Grâce, quelque part, à l'aide de la France et de son président, hein, quand on a accueilli Khomeini. Grâce à l'ayatollah Khomeini. Et puis aux États-Unis aussi à l'époque. Hein. Qui était hébergé à Neauphle-le-Château. Grâce aux États-Unis qui n'ont rien vu venir. Grâce aux bien sûr, mais ça, on peut pas reprocher, je crois, aux gens et aux démocraties leur aveuglement. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est de persévérer dans l'aveuglement. Et à partir de quand? Enfin, on persévère depuis 45 ans? C'est ça que vous voulez dire? Non, ça dépend. Il y a deux courants. Aux États-Unis, il y a clairement, dont je reviens là, je m'occupais de lancer celui d'Israël aux États-Unis. Il y a clairement un courant qui prêche l'accommodement avec l'Iran. C'est le courant Barack Obama, mettons. C'est bien sûr. Et c'est pas Trump? Non, c'est pas Trump, c'est pas non plus les démocrates lucides. Parce que vous avez vu ce qu'a dit Trump très récemment, il y a quelques jours. Si j'étais au pouvoir, il y aurait un accord l'Iran aurait signé les accords d'Abraham. Je crois qu'il a dit ça à peu près comme ça. Écoutez, je n'ai pas vu cette déclaration. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a aux États-Unis comme en France, il y a vraiment deux partis. Il y a ceux qui pensent que l'Iran est un ennemi radical et ceux qui pensent que l'Iran est un ennemi avec qui on peut s'arranger. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'arranger avec cet Iran-là, l'Iran des ayatollahs. Pas le peuple, vous voulez dire pas le peuple. Pas le peuple, pas la grande culture persane, pas les femmes iraniennes qui crient femme, dignité, liberté, pas avec les écrivains persans que je peux connaître. Et la solution, c'est quoi? C'est de tout faire pour faire tomber le régime des Mollahs? C'est deux choses. C'est d'abord, là, tout de suite, faire en sorte, s'assurer que l'Iran perd sa capacité de menacer Israël et de menacer la région. De nuire. De nuire, sa capacité de nuire. L'empêcher absolument de se doter de l'arme nucléaire. Ça fait 20 ans qu'on en parle, 20 ans qu'on tergiverse. L'empêcher absolument, c'est quoi? C'est de bombarder ces centrales. Ça veut dire bombarder ou désactiver ou saboter, j'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête du Mossad ou de l'état-major israélien. Il y a 1000 manières, les Israéliens le savent très bien, de faire en sorte que l'Iran soit incapable, revienne à la case zéro de l'escalade nucléaire. Même si c'est le Shah qui avait lancé le programme nucléaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je souhaite de tout mon cœur, c'est évidemment le changement de régime. Changement de régime, est-ce que ça veut dire que le Proche-Orient, le monde, Israël bien sûr, seront plus sûrs quand le régime des Mollahs ne sera plus au pouvoir à Téhéran? Mais pas seulement plus sûr, plus démocratique, plus respirable. Il y aura plus. Sans Iran, il n'y a pas Hezbollah. Sans Iran, il n'y a pas Hamas. Sans Iran, il n'y a pas Houthi. Sans Iran, il n'y a pas. Et est-ce que sans Hamas, sans Hezbollah, il y a encore Iran? On peut inverser la question. Je ne pense pas non plus. Le Hezbollah était là. Les vrais gardiens de la révolution, c'était le Hezbollah. C'est eux qui étaient en première ligne. Pourquoi est-ce que l'Iran les a créés? Pour attaquer Israël, pour menacer Israël et un jour l'attaquer, mais aussi pour constituer une espèce d'avant-garde, de bouclier protecteur. C'était un bouclier dissuasif. Justement, disparition du Hezbollah, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'Iran? Ça fait tomber le régime des Mollahs? Ça met en tout cas le régime des Mollahs et les gardiens de la Révolution en première ligne. Voilà, c'était des soldats de deuxième ligne. Ils sont aujourd'hui en première ligne. C'est ça qu'on peut dire. Alors, vous avez parlé de
de la réponse des démocraties à l'Iran. Et on a l'impression que face à l'Iran, on réfléchit moins à Washington pour soutenir Israël que pour soutenir l'Ukraine. C'est juste ou pas de penser ça? On soutient les deux du bout des lèvres. Du bout des lèvres. L'Ukraine, on la soutient juste assez pour qu'elle ne perde pas, mais pas assez pour qu'elle l'emporte. Israël, on le soutient juste assez pour ne pas avoir trop mauvaise conscience et pour ne pas se parjurer totalement le serment fait par les pères de plus jamais ça. Mais on ne le soutient pas vraiment. Le soutien vraiment Israël, ça voudrait dire remercier Israël chaque matin que le bon Dieu fait de s'être porté en première ligne pour taper le régime mortifère de Téhéran. Et le Hezbollah, et d'ailleurs, Israël a donc décapité le Hezbollah en éliminant Hassan Nasrallah et la quasi-totalité de ses lieutenants, de ses commandants. Les États-Unis, par la voix de Biden et de Kamala Harris, ont remercié Israël, mais pas la France. Pas la France. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous l'expliquez? Cette retenue de la diplomatie française et du président Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Retenue. Je pense que c'est une erreur. Je pense que une erreur ou une faute? Je pense que la France des droits de l'homme, la France des Lumières, la France qui soutient l'Ukraine, la France des droits de l'homme devrait remercier Israël de se battre pour nous contre cette force noire qui règne à Téhéran. Parce qu'on a vu les réactions de certains militaires, officiers généraux français, qui remercient Israël d'avoir éliminé Nasrallah et ses commandants qui ont sur les mains le sang de nos 58 soldats français. Ils ont vengé. Israël a vengé les familles des 58 parachutistes français du bâtiment Drakkar en 83. Israël a vengé, a rendu justice aux familles des victimes du magasin Tati, du RER, de la ligne RER, etc., de la préfecture de police, de la série d'attentats que le Hezbollah Giberjeune, tous les anciens jeunes gens qui allaient se fournir en livres chez Gibert pour la Saint-Michel se souviennent que le Hezbollah a commis un attentat sanglant. Donc, tous ceux qui ont le souvenir de ça doivent remercier Israël. Ce qu'on n'a pas été capable de faire, nous, les Français, je parle des attentats en France, ce que n'ont pas fait les Américains, Israël l'a fait. Donc ils ont eu tort de ne pas le faire. Israël a eu tort, Je parle de la France, hein. Israël a eu raison de le faire. Et quant à la France, elle a été mais de régime en régime depuis 40 ans. Elle a été beaucoup trop accommodante avec ces hommes qui ont tué les nôtres. Alors, on en revient à cette année, cette commémoration du 7 octobre. Un an après le 7 octobre, où en sommes-nous? Après le 7 octobre, vous êtes rendu très vite en Israël. Qu'est-ce que vous y avez vu? Alors, on en a déjà parlé ici à l'antenne de Radio J, mais on va le redire pour nos éditeurs. Quels souvenirs vous en gardez? Quelque part, c'était l'horreur absolue. J'en garde des souvenirs atroces. Est-ce que c'est utile d'y revenir? J'en sais rien, mais c'est vrai que je suis arrivé tout de suite. Je suis parti le 8 octobre. Je suis arrivé à Sderot, au sud d'Israël, le 9, et j'ai été l'un des tout premiers, juste après la chaîne I-24, à entrer dans Kfar Aza. Il y avait encore des terroristes, d'ailleurs, qui cachaient dans le kibboutz. Il y avait encore des combats sporadiques, il y avait encore des alertes. Et il y avait encore des bouts de cadavres juifs épiécés et dispersés dans les centres, dans les ruines. Donc, c'est des souvenirs dont on ne se défait pas et qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer. Mais en effet, j'ai tout ça en tête, bien sûr. Et les récits des survivants, et les récits des témoins, et les récits des hommes qui, cachés ou des femmes qui, cachés dans un bosquet, ont vu des scènes de viol inimaginables. Ce qui vous a conduit à dire, Bernard-Henri Lévy, qu'Israël mène une guerre existentielle. C'est quoi une guerre existentielle? C'est pas seulement ça qui m'a conduit à le dire. Ce qui m'a conduit à le dire, c'est que le 7 octobre, c'était un pogrom et c'était aussi une invasion. Une invasion. C'est une invasion qui aurait pu aller beaucoup plus loin. 3000 Gazaouis, dont beaucoup de civils. Voilà, une invasion, et qui sont allés jusqu'à Sderot, qui aurait pu aller jusqu'à Beersheba, qui aurait pu aller encore plus loin. Donc c'est une invasion, c'est une déclaration de guerre qui a immédiatement suivi, dès le 8 octobre, par le Hezbollah. Il n'y avait pas
Alors les gens, évidemment, en France, ils disent bon, c'était pas grand-chose, c'était une guerre de basse intensité, c'était de temps en temps, quelques tirs de roquettes c'était tous les jours, hein. Contrôlés. Je voudrais les y voir. C'était tous les jours, premièrement. Mais surtout, il y a eu à l'époque, le 8, un discours de Nasrallah que je vous invite à réécouter, à sa manière, exalté et dingue, où il déclarait la guerre à Israël, où il disait que la volonté affirmée depuis 1980, depuis sa création, 83, par le Hezbollah de détruire Israël, allait enfin être appliquée. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand vous avez un voisin qui vous envahit, un autre voisin qui décrète la guerre totale contre vous, un troisième, le Yémen, enfin la partie outil du Yémen qui déclare la même chose, plus l'Iran qui confirme, qui ratifie le contrat qu'on met sur votre tête, c'est quoi sinon une guerre résidentielle ? Qu'est-ce qui se passerait si on vivait ça en France, hein, des missiles qui venaient de Luxembourg, de la Suisse, d'Allemagne ou je ne sais où. C'est bien la réponse, on ne le tolérerait pas un quart de seconde, c'est évident. Les 80 000 civils israéliens ont été déplacés de leur maison. C'est-à-dire c'est à peu près 80 000 sur 10 millions d'habitants. Faites la proportion. Hein. C'est 800 000 en France. C'est 800 000 en France, voilà. On imagine 800 000 Français déplacés parce qu'un voisin... Et on vous dit, au Liban, il y a 1 million de personnes déplacées. Oui, mais il y a même... Et à Gaza, il y a eu aussi des millions de personnes déplacées. Bien sûr, oui. Et ça c'est vrai, mais à la suite de la riposte à une guerre qu'Israël n'a pas voulu. Israël n'a pas voulu cette guerre. Israël riposte. Israël se défend. Israël sauve sa peau. Israël sauve sa peau et peut-être la nôtre. Et Israël s'en ira. Voilà. Israël s'en ira du Liban. Israël sortira de Gaza comme il en est sorti il y a maintenant 20 ans. En quoi, comme vous l'écrivez, le 7 octobre a été un moment de bascule, une bascule dans l'histoire ? En quoi ? Je vous l'ai dit, bascule dans l'histoire parce que ça a ouvert, ça a rendu manifeste cette nouvelle âge de la géopolitique où l'on voit d'un côté les Occidentaux et toutes celles et tous ceux qui de par le monde se réclament de leurs valeurs affronter ces 5 puissances revanchistes, néo-impérialistes que j'ai énumérées tout à l'heure et qui font bloc malgré... Parce que les gens ont mis... J'ai écrit L'Empire et les 5 rois il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Bon, le livre a marché, les gens n'ont pas bien intégré la thèse. Parce que c'est difficile à penser. Parce que les 5 en question ont passé des siècles à se faire la guerre. Les Perses ont fait la guerre aux Arabes, les Ottomans ont fait la guerre aux Perses, les Russes s'entendent mal avec les Ottomans, avec les Chinois s'entendent encore plus mal avec les Russes. Donc on a affaire là, c'est une configuration intéressante, à 5 anciennes civilisations d'ailleurs aussi, des grandes civilisations, 5 anciens empires qui se sont fait des guerres à outrance pendant des siècles et des siècles et qui aujourd'hui ont décidé de jeter toutes les rancunes à la rivière contre un ennemi commun de grand Satan, Amérique, petit Satan, Israël. Alors c'est difficilement concevable, mais c'est la réalité géopolitique d'aujourd'hui, c'est notre donnée. Alors, depuis 1 an, vous décrivez, dans vos interventions publiques, dans votre livre, l'armée israélienne comme une armée exemplaire, ce qui vous a valu les pires des attaques. Oui, les pires attaques, je ne les ai pas tellement vues, mais en effet, oui, armée exemplaire. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que j'ai observé souvent les pires des attaques. Pourquoi ? Parce qu'on évoque plus de 40 000 morts, dont des milliers de civils et d'enfants. Est-ce qu'il faut croire les chiffres du Hezbollah, du Hamas ? Et on vous accuse de ne pas avoir de compassion pour les civils. Bon, alors, les chiffres du Hamas, on verra, peut-être pas, quelle est la proportion dans ces chiffres des combattants et des civils. Tout ça c'est aussi des vraies questions que personne n'a l'air de se poser en reprenant comme argent comptant, ce qui ne se produit d'ailleurs dans aucune guerre. En général, quand il y a le protagoniste d'une guerre qui produit des chiffres, il y a toujours des autorités indépendantes, des autorités de vérification indépendantes qui vérifient les chiffres. La personne ne peut aller sur place de toute façon. Bien, numéro 1. Numéro 2, j'ai couvert pas mal de guerres dans ma vie, sur toutes sortes de continents, dans toutes sortes de circonstances. Je n'ai jamais vu de ma vie une armée prenant autant de précautions qu'Israël pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien qu'il y en a. Il n'y a pas une guerre au monde, hélas, depuis que le monde est monde, il n'y a pas une guerre au monde où il n'y a pas de victimes. Et, alors, et des victimes civiles. Attendez, mais il n'y a pas non plus une guerre au monde où il y a
une armée, par exemple tout simple, une armée qui prévient avant de frapper. C'est même presque absurde en termes de tactique et de stratégie. Prévenir avant de frapper. Attention, on frappe dans 6 heures. Ça pose même un vrai problème. Moi, si j'étais commandant, ça pose un problème stratégique. Ça veut dire quoi? Que je préviens les gens que je vise, qui se mettent à l'abri, etc. Mais Israël le fait. Pour épargner les civils. Vous avez entendu aussi ce que dit Manuel Valls, il l'a dit ici même à Radio J. Il rappelle que la coalition internationale qui a conduit l'offensive contre Daesh à Mossoul, à laquelle participait la France, a tué des centaines, voire des milliers de civils utilisés comme boucliers humains par Daesh. Ce qui conduit Manuel Valls, qui était quand même à l'époque Premier ministre, à faire un parallèle entre Mossoul et Gaza. Vous avez filmé d'ailleurs la bataille de Mossoul. Qu'est-ce que vous en pensez? La vraie différence entre Mossoul et Gaza, encore une fois, il y a toujours une guerre, ça fait des morts, et une guerre, ça fait des morts civiles. La vraie différence, et en effet, j'étais là, j'étais sur le terrain, embedded, comme on dit, incorporé avec les troupes irakiennes. J'étais dans une unité de la division d'or irakienne. Je suis entré dans Mossoul, j'y suis resté, je suis allé jusqu'au Tigre. Je suis un des rares, je crois, un des rares occidentaux à avoir filmé aussi longtemps la bataille de Mossoul, dont j'ai fait un film. On a vu le film, on a vu les images. Qui a été diffusé et qui est toujours disponible sur l'excellente chaîne Arte. La grande différence, c'est qu'à l'époque, personne ne soulevait le débat des victimes civiles. Personne ne se demandait quelles précautions prenait ou ne prenait pas la division d'or irakienne que je voyais opérer. Les alliés français et américains, des Irakiens, l'aviation alliée, personne ne posait la question. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui... Et deux, je pense en effet que les alliés de l'époque, y compris mon pays, la France, et le vôtre, prenaient moins de précautions que l'armée israélienne. Non mais comment vous expliquez qu'à l'époque on n'a rien dit On n'a rien dit quand aussi les Américains ont bombardé Dresde, quand il y a eu Nagasaki. Mais Dresde, on peut dire que c'était une autre époque. On peut dire qu'on n'avait pas le même rapport à la vie et à la mort. Mais Mossoul, c'est en effet le bon exemple, parce que ça, c'est il y a 5 minutes, quoi. C'est 2002. Moi, j'étais à Mossoul entre novembre 2015, le 4 ou le 5 novembre, jusqu'à janvier 2016. Donc, c'est il y a 7 ans, 8 ans. Bon, voilà. Donc, c'est ça, c'est un vrai point de comparaison. Ben, pourquoi? Parce que dans le deuxième cas, dans le cas de Gaza, c'est Israël. Et qu'on ne perd jamais. On ne perd jamais une occasion de réprouver, comme disait Finkielkraut autrefois, de vilipender, de sataniser, de nazifier Israël. Parce que c'est ce que disait d'ailleurs Gérard Haro il y a quelques semaines ou quelques mois ici. Il disait « Israël, c'est le juif des nations ». Ça vous parle, ça? Oui, Gérard Haro, oui. Le juif des nations, quelque part, ça veut dire il y a l'antisémitisme derrière, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire le galeux, le pelé, le tondu, le réprouvé, oui. Le nazi, quoi. Celui à qui on... Non, pas... Alors quand en plus on peut dire... Ça débouche après sur ça. On peut dire qu'il est nazi, là, c'est le pompon. Ouais. Mais surtout celui à qui on jette des cailloux, quoi. Ouais. Celui, voilà... Non, mais je veux dire, après... On en vient à dire que Israël est un dire qu'Israël se comporte comme les nazis, ça évidemment c'est une aubaine extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, si les nazis sont beaucoup moins coupables, nos pères et nos grands-pères, enfin pas les miens d'ailleurs, mais sont beaucoup moins coupables d'avoir été pro-nazis, et voilà, c'est une espèce de blanchisseuse de la culpabilité extraordinaire. C'est ça aussi que sert Israël. Et alors cette solitude d'Israël que vous avez pointée dans votre livre, on fait le bilan d'un an, elle est due à quoi? Et vous disiez au début de cette émission, c'est toujours le cas aujourd'hui. Elle est due à quoi? Tout ce qu'on se dit, elle est due à... C'est les médias, c'est quoi? D'abord, c'est pas les médias, parce qu'il y a médias et médias. Vous avez des médias... Non, parce qu'Israël a perdu quelque part la bataille de l'opinion, c'est pour ça que je vous parle des médias. Elle a perdu la bataille de l'émotion, oui. La bataille de l'opinion, on verra. On fera les comptes à l'arrivée, c'est pas évident, on verra le bilan. Mais en tout cas, elle n'a pas perdu la bataille de la vérité. Voilà. Vous savez... Point important, il faut parler de choses précises, pas dans les grands trucs. Quand Israël a commis l'erreur tragique de viser par erreur un convoi humanitaire de Grand Central Kitchen, ces humanitaires américains merveilleux, Chef Andrés, etc. En 3 jours, ils ont fait lumière. Ils ont fait une enquête. L'enquête a abouti. On a viré les commandants responsables. Et ils ont été sanctionnés. Quand le même genre d'incident arrive il y a quelques années
en Afghanistan, entre l'Afghanistan et le Pakistan, zone tribale, du fait de l'armée américaine. L'enquête dure 6 mois. On fait tout ce qu'on peut pour noyer le poisson et on finit par réussir l'enquête quand l'opinion a oublié et quand les responsables peuvent être très légèrement sanctionnés. Donc, Israël, c'est ça que je veux dire quand je vous dis qu'Israël a peut-être perdu la bataille de l'opinion, encore qu'on verra, mais elle a gagné la bataille de la vérité. Et elle la gagne tous les jours. Est-ce que ça s'est rétabli, cette bataille de la vérité, de l'opinion, cette adhésion à ce que fait Israël avec ce qu'a fait Israël à Beyrouth, à Téhéran, en ciblant les responsables du Hezbollah et du Hamas aussi? J'en sais rien. Et honnêtement, je m'en fous un peu. Les vicissitudes de l'opinion, le pouls de l'opinion, ça va, ça vient, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'Israël gagne. C'est qu'Israël gagne. C'est qu'Israël se libère de cette emprise suffocante qu'exerçaient les proxys de l'Iran et de ce chantage permanent qui pesait sur ses citoyens. Moi, c'est ça qui m'importe, c'est qu'Israël gagne. Et votre livre, Israël gagne, il faut qu'Israël gagne, la solitude d'Israël a été perçue, a été lue comme un plaidoyer de soutien à Israël. Est-ce que ce soutien doit être inconditionnel? Ça dépend. Oui. À l'existence d'Israël, oui. Aux valeurs que défend Israël, oui. Soutien inconditionnel. Au fait que, quels que soient les torts de tel ou tel, enfin, du gouvernement, ça peut être en aucun cas comparé à la monstruosité du Hamas, oui. Là, vous parlez du gouvernement de Netanyahou. Quand je vois la Cour pénale internationale, pas la Cour de justice, la Cour pénale, qui propose d'inculper Netanyahou et Yahya Sinwar en même temps, sur le même pied, au même moment, avec équilibre, écoutez, on peut penser ce qu'on veut de Netanyahou, mais cette démarche est immonde. Ce procureur de la Cour pénale internationale est un salopard. Un salopard. Oui. Parce que l'équivalence morale entre un homme politique avec qui on n'est pas d'accord et quelqu'un qui restera sur le podium de la monstruosité très très haut comme Sinwar, confondre les deux, c'est dégueulasse. Est-ce que vous croyez encore, puisque vous avez toujours milité pour la paix, est-ce que vous croyez encore à la paix israélo-palestinienne, Bernard-Henri Lévy, et à quelles conditions? 2 États ou pas? J'ai cru et j'ai même milité toute ma vie pour qu'il y ait 2 États. Parce qu'en effet, dès lors que les Palestiniens se bâtissent une conscience nationale, parce que c'est ça l'histoire des peuples, bâtissent une conscience nationale, fût-elle récente, et elle est récente, cette conscience nationale, elle doit être, en effet, elle doit être satisfaite. Et vous y croyez toujours à cette solution à 2 États et vous la souhaitez? Mais à une condition, c'est que cet État reconnaisse vraiment, pleinement, sincèrement, avec le cœur et pas seulement avec l'intelligence et encore moins avec la ruse, l'existence et la noblesse de l'État voisin. Autrement dit, à la condition que disparaissent du paysage, qu'ils aillent où ils veulent, mais qu'ils disent que disparaissent tous les Hamas, Hezbollah, toute la partie, y compris de l'autorité palestinienne qui s'est fondée sur le négationnisme, sur l'enseignement du mépris et de la haine, le jour où tout ça, où tous ces gens-là auront quitté la scène politique, bah oui, je redeviendrai partisan de la solution des 2 États. Mais on n'y est pas. Et du côté israélien, est-ce que la paix peut être possible avec les mêmes dirigeants côté palestinien et les mêmes dirigeants côté israélien? Avec les mêmes dirigeants. C'est Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat américain, qui a dit il y a quelques mois qu'aucune paix sera possible tant qu'Israël sera dirigé par Netanyahou et les Palestiniens représentés par le Hamas. Mais il a raison ou pas? Non, il n'a pas raison. C'est pas la même chose. Je pense, moi, que Netanyahou pourrait faire la paix. À l'image de Sharon? À l'image de Sharon, à l'image de Begin, à l'image de Et y compris de Rabin? Rabin, qui a pas toujours été Rabin. Moi, j'ai connu Rabin depuis sa jeunesse, enfin, depuis ma jeunesse et la sienne relative. Donc, les gens ne sont pas tout de suite Rabin, ils deviennent Rabin. Mais bon. Et donc, il peut devenir Rabin pour vous? Non, mais il peut devenir... bien sûr qu'il peut devenir un homme de paix. Il y a eu des moments où, contrairement à ce que disent les commentateurs d'ailleurs, il y a eu des moments de sa carrière politique où Netanyahou a envisagé, alors en la sabotant aussi, etc., mais une solution de paix avec les Palestiniens. Mais en revanche, avec Yahya Sinwar ou des gens qui lui ressemblent, ça c'est en aucun cas.
pour dire les choses autrement, moi j'ai parlé toute ma vie des deux États. Je pense que je reparlerai un jour de la solution des deux États. Pour vous, c'est pas le moment Mais aujourd'hui. il y a un moment où il ne faut pas en parler. On ne devrait même pas être en train d'en parler, vous et moi, où c'est presque une faute politique et morale que d'en parler, c'est maintenant. Imaginez le Premier ministre anglais, il fait une très mauvaise action. Quel message est-ce qu'il envoie, là? Et lui et les Onusiens et tout ça. Quel message ils envoient aux Palestiniens? En disant quoi? Et en faisant quoi? En disant il faut une solution politique, maintenant, tout de suite. Allez, on ne peut en sortir qu'en donnant enfin un espoir aux Palestiniens, en créant l'État, en reconnaissant un État palestinien pour certains, les pays du Nord, etc. Quel message ils envoient? Y compris au peuple palestinien. Tout ce que vous n'avez pas eu par la douceur, par la paix, par le dialogue, vous faites un pogrom, vous violez des femmes, vous brûlez des enfants, vous prenez des otages comme du bétail. Là, ok, on a compris les gars, on vous donne ce que vous vouliez. Voilà. Et ces manifestations d'ailleurs en Espagne, ces manifestants et ces manifestations qui vont commémorer le 7 octobre à travers des slogans pro-palestiniens, par exemple, du style du fleuve, de la mer au Jourdain. Mais ça veut dire que... Oui, je vois ça bien sûr, et je vois ça aux États-Unis. Il y en a quelques-unes qui vont avoir lieu en France. Et je vois ça aux États-Unis, et je crains que ça n'ait lieu aussi en France. Ces gens-là ont perdu, pas la tête, ils ont perdu toute espèce de boussole morale. Voilà, c'est tout. Ils ne savent plus ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, ce qu'est le moindre mal et ce qu'est le mal. Le wokisme que vous avez mis en cause, qu'on voit aux États-Unis, est-ce qu'en France, on est préservé de ce qui se passe aux États-Unis et dans les universités américaines? On est d'autant moins préservé qu'on est la source. Vous savez, j'imagine, et vous, bien sûr, que le wokisme, de l'aveu même de ses promoteurs américains, a sa source dans la pensée française, dans ce qu'on appelait la French Theory, c'est-à-dire des penseurs français. Le problème, c'est que les penseurs français en question, que j'ai bien connus, qui ont été mes maîtres, Michel Foucault, Jacques Derrida et quelques autres, ils n'étaient pas du tout wokistes. C'est une mauvaise lecture de ces... Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Par exemple, il dirait... Notamment Jacques Derrida, hein. Derrida, il a jamais parlé de déconstruction au sens où on parle... Parce que lui, il a quelque part subi aussi l'antisémitisme, Jacques Derrida. Il a quelque part subi l'antisémitisme. Il a subi l'antisémitisme. Michel Foucault aurait été horrifié par les gender theories. Michel Foucault pensait que... Lui, il a subi l'homophobie. Non, c'est même pas ça. Il ne croyait pas aux identités. Il croyait aux singularités. On peut faire un cours de philo si vous voulez, mais il croyait aux singularités, pas aux identités, pas au côté les réunions interdites aux Blancs. Moi, j'ai fait un film il y a quelques années qui a été refusé dans un grand festival de cinéma américain parce que j'avais pratiqué, en défendant les chrétiens du Nigeria, d'un risque de génocide, de l'appropriation culturelle. Et sérieusement, j'ai eu les attendus du refus de mon film il y avait des avocats pour le prendre et les gens qui l'ont emporté, c'est des gens qui ont dit un blanc, un français, juif, blanc, n'a pas le droit de voler la parole des Nigérians et de parler à leur place. Et on est en plein aujourd'hui, dans ce type de raccourci. Voilà. Donc, quelqu'un comme Michel Foucault, par exemple, aurait été révolté par un raisonnement de ce genre. Donc, le wokisme peut d'autant plus revenir en France que c'est de France que c'est parti. Sauf on voit ce qui s'est passé à Sciences Po ou dans d'autres universités. Voilà. J'espère que ça leur reviendra à la figure, parce que tout ça est d'une telle imbécilité que ça devrait pouvoir apparaître au grand jour. Alors, une guerre d'Israël contre le Hamas avec des conséquences en France, hein, vous en avez parlé depuis un an, c'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée par la gauche de la gauche, couverte d'antisionisme. Il faut dire les choses par LFI. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avec en tête de gondole, d'ailleurs, côté LFI, la franco-syrienne d'origine palestinienne, Rima Hassan, devenue députée européenne qui nie le caractère terroriste, qui a nié le caractère terroriste du Hamas et du pogrom du 7 octobre et qui défend la thèse d'un seul État de la mer au Jourdain. Donc tout ça, vous en pensez quoi? Vous en avez pensé quoi? Il n'y a pas qu'elle, tous. Une grande majorité des cadres insoumis se réclament de ce type de slogan et sont devenus structurellement antisémites. Le vrai débat, cher Frédéric, c'est est-ce que tout ça, c'est vraiment de la tactique électorale? Parce que c'est ça que je lis partout chez vos confrères. Les gens disent que c'est de la tactique électorale pour aller draguer les voix des banlieues. Ou est-ce que c'est une idéologie?
Voilà. Ben moi, je crois que c'est une idéologie. Et quelle idéologie précisément? L'idéologie de Édouard Drummond, l'idéologie de ou de Jules Guesde. C'est une histoire qui remonte très loin. Avant Dreyfus. Oui, avant Dreyfus, c'est au moment de Dreyfus, et qui a éclaté pendant l'affaire Dreyfus, qui a été révélé au grand jour au moment de l'affaire Dreyfus. Donc c'est la Donc, gauche anti-Dreyfusarde. C'est le retour de la gauche Et anti-Dreyfusarde. Mélenchon, c'est ça? Oui, La gauche anti-Dreyfusarde. oui, et c'est pas du tout. D'abord, si c'était un calcul électoral, ils sont assez bêtes, mais enfin pas totalement Mais il y a quand idiots même un calcul électoral. Mais non. On a vu le score qu'ils ont fait aux européennes avec Rima Hassan. Oui, mais vous voyez... Ils ont mobilisé une partie. Mais vous voyez les scores qu'ils font. Attendez, moi, je peux me tromper, Ouais. mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de C'est se ce que disent les dégringoler dans sondages. les sondages. Ouais. Oui, et par conséquent de dégringoler dans l'opinion. Donc je pense qu'électoralement, le choix n'est même pas payant. Donc s'il n'est pas payant et qu'ils le font quand même, c'est que ça vient de quelque chose de plus profond. Ça vient du fond d'eux-mêmes. Et du fond d'eux-mêmes, ça s'appelle l'antisémitisme enragé, hérité de cette vieille tradition anti-dreyfusarde de la gauche, d'une partie de la gauche Ça veut dire française. que Mélenchon, c'est un antisémite enragé? Mélenchon, c'est pas les gens, il n'y a pas des... Les gens ne sont pas quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que je ne croyais pas aux identités. Oui. Mais en revanche, les discours, oui. Les phrases que prononce Mélenchon, quand il dit que la manifestation contre l'antisémitisme, à laquelle nous étions, vous et moi, le 7 novembre, je crois, ou non, 20 novembre, en octobre, oui. Quelques jours, Je sais pas, ouais. quelques jours après Il y a pratiquement un an. après le 7 octobre, oui. Quand il dit que cette manifestation, c'est le grand rendez-vous des partisans du génocide. Mais cette phrase-là, c'est une phrase antisémite. Ou quand il dit que Corbyn a été battu à cause du CRIF, hein, vous vous souvenez, il y a quelques années. Quand il s'en prend au CRIF à tout bout de champ, que Quand Corbyn il a été prend battu Yael Braun-Pivet, à cause du CRIF, Yael quand il fait Rue comme si la Saint-Pierre, politique ouais. française et la politique de son parti se résumait à un bras de fer permanent avec Jonathan Arfi et le CRIF et ses prédécesseurs, c'est de l'antisémitisme pur sucre, bien sûr. Antisémitisme pur sucre. Et quand il dit, vous l'avez vu ça? Moi, je crois que vous avez réagi là-dessus. Benjamin Haddad, le nouveau ministre des Affaires européennes, est pro-Netanyahou. Hein, on a choisi un ministre des Affaires européennes pro-Netanyahou. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Benjamin Haddad. Parce non, je n'ai pas réagi parce que je ne l'avais pas vu. Vous me l'apprenez. Et je pense que... Vous vous souvenez de ce que Le Pen disait de Stoléru? Oui, Hein? oui. Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne sait pas si Benjamin Haddad est ou non pro-Netanyahou. Moi, je ne le sais pas. Mais je vous dis qu'il ne l'est pas. Oui, il a toujours été pour deux États. Je ne le sais pas. A priori, en effet, je ne le pense pas. Donc, cette espèce de déduction pavlovienne relève de l'antisémitisme. Il n'y a pas d'autre manière de la qualifier. Et quand il accuse, vous avez vu ça mardi soir, vous avez réagi là-dessus, j'ai vu. Mardi soir, il accuse Netanyahou, après donc que l'Iran ait tiré 200 ou 300 missiles sur Israël. Il a accusé Netanyahou d'entrer en guerre contre l'Iran. Ben oui, c'est presque insensé, mais est-ce que ça mérite même d'être débattu? Non, mais cet homme se perd, ce parti se perd. Le vrai problème, c'est que la gauche se perd avec eux, bien sûr. La gauche, toute la gauche, y compris le Parti socialiste. Ben, tous ceux qui se sont alliés avec eux dans cette espèce de farce qui était le nouveau Front populaire et qui ne reconnaissent pas leur erreur, qui ne se dissocient pas, se perdent, oui. Et vous leur Parce dites qu'en quoi? effet, un pays reçoit 200 missiles balistiques d'une puissance incroyable on ne doit... Avec une charge d'une tonne d'explosifs. Des charges considérables. S'il n'y a pas le dôme de fer, ça aurait fait des victimes en très grand nombre. Et quand l'État visé riposte, on dit il déclenche la guerre. C'est tellement le monde à l'envers, c'est tellement absurde que ça ne peut être dicté là encore que par la haine, par la rage et par des sentiments très bas. Très bas. Donc, tout ça devrait être désavoué. Tout ça devrait être désavoué par tous ceux qui ont... Alors ils désavouent en disant l'un dit il faut tourner la page Mélenchon, l'autre dit Mélenchon est un problème. Mais ça ne suffit pas. Il devrait être banni. Vous dites banni par les socialistes, c'est ça? Mélenchon devrait être banni par les socialistes, par place publique, enfin devrait être désigné comme un adversaire de la gauche tel qu'eux la conçoivent. Et vous êtes toujours de gauche, vous? Moi je défends, vous savez, moi,
Moi, je défends des positions. J'ai la chance d'écrire des livres. Et j'ai la chance de pouvoir défendre des couleurs, mais aussi les nuances de ces couleurs, c'est-à-dire les thèses que je défends dans mes livres. Moi, oui, je suis probablement de gauche, mais c'est plus cette gauche-là pour vous. Ah bah, pour vous, la gauche, c'est plus ça. Mais en tout cas, c'est certainement ni pas... Ni LFI, ni ceux qui s'est liés avec lui. Évidemment pas. Pour moi, c'est une blague et un crachat aux fondateurs et aux grandes figures de la gauche telle que je la conçois et telle qu'elle m'a formé. Vous avez employé le terme vivre ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la démocratie et pour le vivre ensemble, pour la France et pour les Juifs? C'est qui? C'est Mélenchon ou Marine Le Pen? Pour moi, c'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet. Vraiment. Ouais. Ah oui. Honnêtement, j'ai envie de vivre ni sous les uns, ni sous les autres. Et je crois qu'il faut faire tout ce qui est... Enfin, moi, en tout cas, je ferai tout ce qui est en mon modeste pouvoir pour conjurer ce choix du diable. Si vous avez un second tour, Mélenchon-Le Pen en 2027. Mais il n'y aura pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il n'y ait pas ce second tour-là. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un personnage dont vous avez parlé dans votre livre, Dominique de Villepin. Vous parlez de clichés rances de sa part. C'est-à-dire il est allé un peu plus loin, là. Oui, ce qui m'étonne qui est devenu le héros de la gauche, notamment la fête de l'UMA. Hein, mais Frédéric Azida, non, c'est pas la gauche. Cette gauche-là, elle parle comme l'extrême droite. Qu'est-ce que je vous dis? Donc aussi bien PC que LFI? On parle d'LFI, parfois le PC, parfois certains écolos. Tous ces gens qui se proclament de gauche et dont le réflexe pavlovien et la dénonciation d'Israël, qui depuis d'ailleurs très longtemps font comme si le conflit israélo-palestinien était le conflit central de la planète, tout cela, c'est pas la gauche. Voilà. Et quant à Villepin, ce qui m'impressionne beaucoup, je dois dire, mais là c'est presque comme romancier, c'est ce dont il a l'air maintenant. C'est cette espèce de rage qu'il exprime. Raj, est-ce que... Dans les interviews, je le regarde, bien sûr que je l'ai bien connu jadis. Enfin, bien connu, oui, un peu quand même. Vous l'avez pratiqué, on va dire. Pratiqué. Et là, il y a quelque chose de très curieux. De la rage quoi? Contre Israël? Ah oui. Et quelquefois, avec des propos, vous en avez parlé, des propos assez étonnants sur les Juifs. Vous les connaissez comme moi, oui. Non, mais je dis ça pour nos auditeurs. Pour les auditeurs, bien entendu. Là, oui, je ne veux pas les citer improprement, mais il y avait, je voudrais les avoir dans le détail, et ma cervelle est occupée à autre chose. Mais l'idée que les médias d'une grande démocratie sont française ou américaine sont entre les mains d'un groupe de plutocrates vorace et monopolisateur, cette idée-là, c'est un des clichés du vieil antisémitisme, et de droite et de gauche. L'antisémitisme est de droite et de gauche. Dernière question, Bernard Lévy, est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, que l'immigration n'est plus une chance pour la France? Non, je pense que c'est toujours une chance pour la France. Et que... Il a eu tort de dire ça, le ministre de l'Intérieur? Écoutez, ça vous a choqué? Il a ses positions, j'ai les miennes. Mais les vôtres, c'est de dire, comme Bernard Stasi, l'immigration est une chance pour la France? Moi, je pense d'abord que la France n'a pas le choix. Pas le choix de... L'immigration est une nécessité pour la France, et par ailleurs, l'immigration est une chance. Moi, je vois... Moi, je suis de ceux qui pensent, simplement, il faut avoir le courage de le dire et de soutenir les gens qu'il faut. Je pense que les terroristes, les salopards, les identitaires sont une minorité. Ils tiennent le haut du pavé, mais les indigénistes de la République, tout ça, ils font un bruit d'enfer, ils sont invités partout, ils font de l'occupation de plateaux, mais je pense qu'ils déshonorent les communautés dont ils se prétendent les représentants et qui ne se reconnaissent absolument pas en eux. Voilà. Ça, je suis convaincu de ça. Je le disais à l'époque où j'étais l'un des fondateurs des SOS Racisme, il y a 40 ans, et je le pense encore aujourd'hui. Donc, immigration, une chance pour la France?
Une chance. Oui, oui, une Non, chance. vous dites pas, c'est pas une chance pour la France, c'est ça la question. Pardon ? Ce n'est pas une chance pour la France. On peut même dire que c'est une chance pour la France. Ouais. Ça peut être une chance pour la France, ça dépend des gens. Maintenant, quand l'immigration, c'est des gars qui sombrent dans la délinquance grave, dans le trafic de drogue, etc., ben ceux-là, on se dit, on n'a pas eu de bol. C'est pas ceux-là qu'on aurait dû accueillir. Mais grosso modo, si on essaie d'être un peu raisonnable et pas dans la logique du bouc émissaire, grosso modo, oui, c'est une chance pour la France. Merci en tout cas Bernard Olivier d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.